Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse relativement élargie du Bitcoin et principalement s'intéresser bien sûr à tout ce qui est marché en levier, Open Interest, etc. Donc, on passe ici sur Bitcoin face au dollar. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description également de la vidéo, le Twitter, etc. et tous les autres réseaux sociaux. Ici on voit bien, on a fait un petit dézoom sur la chart, on va se mettre en log et on voit bien ces deux zones ici de volume profile qui sont vraiment vides. Donc le volume profile est un indicateur vraiment très intéressant pour savoir où peut s'arrêter le prix. Là on est sur Binance, mais on pourrait tout à fait ici aller sur l'indice, c'est-à-dire où tous les indices sont cumulés en même temps. On voit que ici le creux et tous les exchanges, excusez-moi, sont cumulés en même temps. On voit ici que vraiment le dernier palier, on va dire, si on doit aller chercher de l'offre vraiment importante sur tout ce qui s'est passé les quelques dernières années, est autour des 12 300 $. Donc ça serait vraiment ici potentiellement le dernier endroit où on n'a plus beaucoup de business qui avait été fait. Vous le voyez dans cette zone, on l'avait traversé assez rapidement, à la fois sur la fois où on avait fait l'ATH en 2017 et celle-ci. Et pour le moment, vous comprenez bien qu'on est actuellement pile poil à l'ATH de 2017. Donc en fait, tout ce qui s'est passé dans cette zone refuse, tout le business qui a été fait ici dans toute cette zone marque un refus tout simplement de venir corriger ce déséquilibre-là. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on a réellement besoin d'aller combler ce volume profile-là ? Ou alors, tout simplement, est-ce que là, on a suffisamment corrigé, on est pile poil vraiment sur l'ATH de 2017, est-ce qu'on a suffisamment, est-ce que le fait de garder cette zone-là ici, qui est un petit peu comme une sorte de colosse au pied d'argile, et de repartir haussier à partir de là, pourrait suffire. Ça, c'était, voilà, pour faire un point là-dessus, un petit peu sur l'instant. Maintenant, sur le court terme, qu'est-ce qu'on voit ? On voit on est forcé de voir ici un triangle descendant. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, avec une légère déviation ici. Qui est une figure bearish, mais avec, on va dire, des statistiques pas extrêmement intéressantes pour un trader, puisqu'en général, on est autour de 54% de sorties baissières sur ce type de triangle. Quelle est la target ? C'est comme assez souvent, excusez-moi, ça on va le remettre là. C'est tout simplement une balançoire, c'est-à-dire vous prenez l'amplitude totale du triangle au début de sa formation. Donc moi je le prendrai ici sur la première touche personnellement. Et là vous voyez que je m'étais un petit peu trompé sur... Ouais, on pourrait le prendre ici. Non, je le prendrai sur la première touche. Vous voyez qu'on a fait un triple bottom ici, donc c'est vraiment intéressant. Point de cassure, en général, à quel moment ce type de triangle casse ? Il casse à 80% de l'apex. Qu'est-ce que ça veut dire l'apex ? C'est tout simplement l'endroit où les deux droites se croisent. Donc du coup vous prenez ici 867 bars, si on prend 80% de ça, on va enlever une vingtaine de pourcents, donc on va enlever à peu près, on va se mettre ici pour que ça soit peut-être un petit peu plus précis en daily. Hop, donc du coup on va rezoomer là-dessus. Donc en daily on serait autour de 10 jours pour la distance apex, donc du coup ça nous mettrait à 8 jours, c'est-à-dire globalement demain. Il peut très bien casser avant, tout ça c'est les statistiques, il peut très bien ne pas casser, si jamais il ne cassait pas, tout simplement on serait sur une début de formation plutôt d'une flat, c'est-à-dire que ça serait relativement propre ici, vous le voyez sur la descente depuis qu'on a touché là les 20 000 $, relativement propre à la descente, hormis cette déviation bien évidemment, et donc du coup on se retrouverait forcément sur une sorte de configuration que certains pourront appeler un range, d'autres une correction complexe en flat par exemple, ce genre de choses, et globalement ça nous donnerait tout simplement une sortie de ce triangle là par le, j'ai ma souris qui déconne un petit peu, une sortie de ce triangle là par le côté en continuant ici dans cette espèce de range dans lequel on est entre les 19,5 et les 20 500 $, tout simplement. Ici, ce qui me dérange un petit peu, c'est cette déviation-là, bien évidemment, on peut pas le nier, mais sinon, vous voyez que la trend est très bien respectée pour le moment. On est revenu lui faire un bisou dernièrement et on a été à nouveau rejeté. Peut-être qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est dimanche et qu'il est un peu plus facile de provoquer des mouvements baissiers, puisque je vous le rappelle que les market makers ont besoin ici de venir liquider, puisqu'on est tellement proche de ce point-là. Si on regarde la heatmap ici, ça paraît évident qu'on est proche d'un point de liquidité assez énorme qu'on pourrait venir nettoyer. C'est
c'est-à-dire qu'ici on a eu des longueurs qui sont rentrées avec des leviers et qu'on a besoin éventuellement qu'on a besoin de nettoyer une partie de cette poche de liquidité là, tout simplement comme on avait fait ici, vous le voyez, là on avait de la liquidité qui s'était accumulée, on est venu la chercher, ici également et ici également. Je voulais dézoomer un peu ici, là d'habitude on regarde le 3 mois, là je vous ai mis le 1 year pour justement avoir cette approche un petit peu plus large. J'aime bien moi le dimanche faire des approches un petit peu plus larges. Globalement vous voyez qu'on a aussi une poche de liquidité ici de shorter qui serait à venir prendre aux 25 000 $. On a cette poche de liquidité mais qui n'est pas forcément énorme autour des 32 000 $, on va dire au-dessus de ce dernier plus haut là, et on a surtout pour moi le gros de la poche de liquidité qui se trouve tout simplement au-dessus des 48 000 $. On avait un petit peu de liquidité au-dessus de la TH, et vous voyez que si jamais on va sur la map que moi j'utilise tout le temps, des leviers, hein, avec le funding, enfin notre setup habituel pour ceux qui suivent la chaîne, on arrive à peu près aux mêmes conclusions globalement, avec exactement les mêmes niveaux à prendre, beaucoup de liquidité là, tout simplement entre le dernier plus bas et ce point-là. Donc vous voyez que c'est relativement intéressant ici de faire la fameuse analyse telle qu'on l'a fait en 5 minutes. On va justement la faire ensemble d'ailleurs. Donc là on a pris quoi, on a pris pas mal de niveaux, et là on a fait la vidéo 30 août, ah ouais là il y a un petit souci, il m'a remis des barres, il a pas bien enregistré notre ami là, on va voir si jamais je refresh ça se remet un petit peu mieux. Hop, hop, hop. Ouais, ça c'est un petit peu chiant. Bon, c'est pas grave, on va nettoyer ici tout ce qui l'a été, hein, forcément. Donc ceci a été nettoyé, ceci également. Parfois on enregistre, mais en fait il ne veut pas enregistrer, notre ami Conalize. Ceci a été nettoyé également, et là en fait il va nous manquer 4 jours d'analyse, donc ça fait un petit peu chier quand même. Mais c'est pas grave, on va le refaire rapidement. Ou sinon, ce qu'on va faire pour passer, on va tout simplement regarder ce qui s'est rajouté depuis hier, puisque hier j'ai fait une analyse du... Ah, j'ai peut-être pas fait... Si, j'ai fait une analyse du sentiment hier. Donc 3 septembre, on a dû faire la vidéo vers 15h par là, et ensuite je vous remettrai les niveaux précédents. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quand même de l'open interest qui est venu ce week-end. On a eu quand même ici cette petite augmentation, vous le voyez. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on était plutôt sur du deleveraging. Là, pour moi, il n'y a pas de nouveaux shorters entrants. Ici, on a une augmentation de l'open interest sur des longues, donc on aurait eu un niveau de longue à venir prendre ici, mais vous voyez qu'il a été pris depuis. Ensuite, grosse augmentation de l'open interest vers du short. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout simplement un niveau de short qui aurait été à prendre à peu près par ici, hein, vous le voyez. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cette mèche? On est venu pile poil les sortir. Globalement, on nettoie très très facilement, je trouve en ce moment, les shorters entrants. Et on essaye vraiment ici de se débarrasser de niveaux assez inquiétants. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord du long qui s'est ouvert sur ce niveau-là. Il a été nettoyé par cette mèche-là. Ensuite, on a du short qui s'ouvre principalement jusqu'à ce niveau-ci. Vous voyez qu'il a été nettoyé également. Et puis, sur cette diminution-là, forte augmentation de l'open interest. Le tout se fait sur du longueur. Vous le voyez, hein, ici, le funding augmente. Augmentation du nombre de contrats en circulation, plus augmentation du funding. Donc, globalement, on aura un niveau de longueur à prendre juste ici, donc c'est-à-dire très 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 proche du prix là actuellement. Donc on était quelque part par globalement ici. À partir de là, il faut comprendre que on a un CVD spot qui est à la descente. Je vais attendre que le bandeau s'enlève pour vous montrer. On a un CVD spot qui est actuellement, ici vous le voyez, à la descente, et ce type de descente là peut permettre aux market makers de faire ce fameux mouvement. Alors là on est dimanche, il est 16h, peut-être dans la soirée, c'est vraiment quelque chose de possible. Ici on n'est pas du tout sur Ether, on est sur Atom. Je ferai une analyse complète d'Ether. En fait on va faire d'abord voilà, tout le sentiment sur Bitcoin, et puis on fera Ether séparément. Ici vous voyez les quelques shorters qui sont rentrés. Il faut comprendre aussi, si je reviens sur la map ici, que on a eu une augmentation assez forte de l'open interest. Tout simplement, hein, pour ceux qui veulent le faire et le regarder simplement, on a eu une augmentation ici de l'open interest depuis hier. Tout ça s'est fait principalement à moitié sur du short et à moitié sur du long. Le prix depuis a corrigé vers le bas, donc ça veut dire qu'on a aussi du shorter là ici. Hein. C'est pas parce que j'ai pas mis de niveau qu'il n'y a pas de shorter. Ce que je vous ai montré, c'est les prises des stops et pas les prises des liquidités dans leur globalité. Ensuite sur les news, on va les faire maintenant. Et bien sur les news, ah oui, alors donc moins de puits de pétrole aux États-Unis depuis Biden.
Non, donc on a quelque chose qui ralentit de ce côté-là. Ici, depuis le pétrole, hein, j'entends. Ici, un sentiment des consommateurs qui est pire qu'au début de la pandémie. Inflation, ça on s'en fiche. Bon voilà, globalement un peu les news sur le Wall Street, c'est dimanche, hein, donc on a assez peu de choses. Ici, rien de bien spécial également sur, CoinDesk, cet article que j'ai lu qui vous dit que globalement, ce que j'ai vu qui vous dit que globalement, il pourrait y avoir une petite chute du côté de Bitcoin suite au passage d'Ethereum en Proof of Stake, c'est-à-dire qu'Ethereum deviendrait entre guillemets plus noble sur sa partie, on va dire moins consommatrice d'énergie, encore que personnellement je crois pas trop à ce type de narration, mais pourquoi pas, il faut bien sûr regarder de ce côté-là également. Visiblement, Ripple qui participerait au projet de CBDC, donc de digital dollar, sur le programme Sandbox. Donc c'est intéressant à regarder aussi. Alors j'ai pas encore lu cet article, mais je vais peut-être mettre en pause, le lire et puis je vous dis ça. Donc globalement, il s'agit d'une opération, d'une association, on va dire, à but non lucratif, qui est non gouvernementale, qui s'appelle Digital Dollar Projects, donc DDP, et qui demande à 4 entreprises, y compris Ripple, de venir apporter des cas d'application pour faire une sorte de simulation des cas d'usage que pourrait donner tout simplement une monnaie de banque centrale basée sur le dollar. Donc en l'occurrence, assez souvent, on a aussi des organisations non gouvernementales qui sont un peu plus gouvernementales que ce qu'elles sont présentées, mais voilà, je trouve que c'est intéressant que Ripple soit dans la boucle de ce type de projet. Au niveau du calendrier, on va regarder un petit peu la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il faudra suivre, qu'est-ce qu'il pourrait se passer. En l'occurrence, on n'aura pas de bourse lundi, hein, donc vous comprenez que le week-end peut être long, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du dimanche, et de la possibilité aussi que le triangle casse potentiellement demain. En l'occurrence, demain, effectivement, c'est férié, donc ça donne vraiment des possibilités un petit peu plus longues à ce potentiel, je dis bien potentiel, break vers le bas, et cette potentielle chasse aux liquidités vers tout simplement les 18 500, c'est ce que j'ai prédit au départ, enfin c'est mon avis, et potentiellement bien entendu la cassure du plus bas des 17 600. Est-ce qu'on est obligé de le faire maintenant? Non, mais il y a vraiment de la liquidité qui est proche, donc ça me paraîtrait vraiment assez facile d'aller le faire. Néanmoins, on avait, et vous l'aviez vu, on avait bien entendu pas mal d'attentes sur le carnet d'ordre, des ordres à l'achat qui étaient positionnés. On va d'ailleurs aller faire un tour après sur le carnet d'ordre pour voir si c'est toujours le cas. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme news dans la semaine? Mardi, on aura l'ISM service. On s'attend ici à 56,7. Donc ça, c'est principalement les supply managers, c'est-à-dire tous les gens, les gros responsables d'achat qui donnent un petit peu leur sentiment, on va dire, sur le marché, en fonction des chiffres que eux, ils ont sous la main. Et c'est un indice qui est quand même assez suivi. Crédit consommateur, etc. Voilà, toutes ces choses-là vont nous parler un petit peu du marché de l'emploi et les inventaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste sur les étagères, qu'est-ce qui n'a pas été vendu, tout simplement ici de la part des wholesale, c'est-à-dire les grossistes, voilà. On aura également le président de la Fed de Cleveland qui va parler. Vous voyez qu'en ce moment, on a beaucoup de présidents de Fed qui parlent. Je vous avais fait un petit résumé de ce qui s'était dit de la part de à la fois Williams, qui est le président de la Fed de New York, et Mester, qui est la présidente de la Fed de Atlanta. Et donc du coup, voilà, je vous avais un petit peu ici donné leurs sentiments. Globalement, les sentiments des deux, pour l'instant, enfin les présidents de Fed semblent plus ou moins s'accorder sur l'idée que entre 3,5 et 4%, on aura des taux qui seront relativement anti-inflationnistes. Ici, je vous avais parlé aussi, je vous avais expliqué que pour contrer une inflation à 8,5%, en théorie, il faut des taux qui aillent jusqu'au 8,5%. Principalement, on va dire que c'est le cas, hein, c'est une vérité, mais principalement ici il faut aussi regarder quelles sont les attentes d'inflation, et pour comprendre quelles sont les attentes d'inflation, vous regardez tout simplement les taux à 2 ans et 10 ans pour se dire le marché voit tout simplement, et là on le voit en ce moment, une grosse inflation dans les 2 prochaines années puisque les bons du trésor vous rémunèrent à 3,39 et ensuite une diminution de l'inflation puisque à 10 ans on voit une inflation tout simplement à 3,20.
Tout ça correspond à un spread entre les taux à 10 ans et tout ça n'est pas naturel. Vous voyez, je crois que je vous ai mis le 0. Voilà, le 0 est là. On est en négatif, c'est-à-dire que les taux à 10 ans sont inférieurs aux taux à 2 ans. Très souvent, cela est un indicateur d'une récession à venir, tout simplement parce qu'il y a des attentes d'inflation. Hein. L'inflation va aussi avec la récession, qui elle-même va avec la Fed, etc. Enfin, tout ça est bien entendu lié, vous l'aurez compris. Et quand on étudie tout simplement les bonds ici, et donc du coup les yields, enfin tout ce qui est bon du trésor, etc., on voit que globalement les taux à 10 ans sont à l'augmentation. Ça veut dire on n'a pas extrêmement confiance dans l'inflation dans l'avenir, mais ils augmentent bien moins que les taux à 2 ans. Donc comment on peut voir ça? On peut voir ça comme déjà, si la Fed était autour des attentes de l'inflation, c'est-à-dire en l'occurrence là on pourrait les pricer à peu près à 3,40, les gens qui vont bloquer leur argent pour 2 ans attendent que, pour des bons du trésor, attendent que cet argent leur rapporte à minima 3,39% en ce moment. Donc si c'est tout simplement un hedge simple contre l'inflation, on peut dire que le marché est en train de pricer ici 3,50 pour les 2 prochaines années. Donc globalement, si on avait les taux qui seraient autour de 3,5, ça serait vraiment un minimum. Ça voudrait dire que ça laisserait à la Fed 2 augmentations nouvelles à 0,5% ou alors une augmentation de 1% tout simplement le mois prochain. Pourquoi je dis ça et pourquoi je dis une potentielle augmentation de 1%? Le marché est en train de pricer 0,75, vous le voyez ici. On a 76% des acteurs qui pensent que on va avoir le 21 septembre lors du prochain meeting de la Fed une augmentation de 0,75%. Et pourquoi il pourrait faire 1% d'un coup? C'est une possibilité. Pourquoi il pourrait faire 0? C'est aussi une possibilité qu'il fasse 0,5. Dans ces cas-là, bien entendu, le marché le prendrait très bien. Mais en l'occurrence, pour le 21 septembre, ici, pourquoi il pourrait faire 1% d'un coup? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, vous avez des élections de mi-terme qui se tiennent, je crois, en novembre, et que du coup, ici, montrer politiquement une volonté forte de combattre l'inflation pourrait être... alors, c'est le boulot de Powell, c'est pas le boulot de Biden. Enfin, vous comprenez qu'ils ont... Mais ils ont, bien entendu, ces gens-là se passent des coups de fil. Voilà. Bon, moi, je serais plutôt pour 2 augmentations à 0,5. Maintenant, le marché semble ici, depuis le discours de Jackson Hole, discours qui avait été avec un ton vraiment très, tout simplement très dur de la part de Powell, qui avait été ressenti de manière très hawkish. Powell avait même cité Volcker, qui était un ancien président de la Fed, qui lui avait monté les taux à quasiment 20%, à l'époque où c'était encore possible. J'en ai pas mal parlé sur la chaîne aussi, alors qu'on avait une inflation à 15% à l'époque. Donc le fait qu'il ait cité Volcker, le fait qu'il ait dit que ça allait être difficile pour les ménages américains, etc., sous-entend que peut-être on pourrait aller à 4%, pourquoi pas? Si on va à 4% et si on y reste, ce qui était effectivement le scénario de, je crois que c'était Williams qui avait dit ça, justement, le président de la Fed de New York, il avait dit, moi ce que je vois principalement, enfin comment il faut combattre comment il faut combattre l'inflation, pardon, la Fed doit monter ses taux à 4% et les garder à 4% pendant toute l'année 2023. Donc c'était l'idée ici que à l'époque, et j'en ai pas mal parlé sur la chaîne, mais je trouve que le sujet est important à débattre ici, c'était l'idée qu'à l'époque, quand on avait une inflation comme ça dans les années 70, vous voyez c'est la barre qui est un petit peu en rouge ici, en fait on avait trop vite redescendu les taux et à chaque fois on se reprenait un autre pic d'inflation, etc. Et que à chaque fois en fait on avait tellement peur d'une énorme dépression et d'une énorme récession dans ces moments-là que à chaque fois qu'on voyait un pic d'inflation, on arrêtait d'augmenter les taux ou alors on leur donnait ici une possibilité on redonnait du jus, on va dire, dans l'économie et à chaque fois on se retrouvait avec un pic plus important d'inflation à chaque fois que ça a été fait. Je crois que ça s'appelle Burns, le gars qui était avant Volcker à l'époque, il me semble que c'était ça son nom. Arthur Burns, je crois, ouais. Et donc du coup, vous voyez, ça nous a donné tout simplement, voilà. On pourrait remarquer aussi, j'en parle pas très souvent sur la chaîne, cette trend sur l'inflation, vous le voyez depuis, donc du coup, on regarde là depuis 1916, donc c'est des trends assez violentes. Et vous voyez que, alors là, il y a mes graphes en plein milieu, mais globalement, on a fait un tout petit tour au-dessus de cette trend pour le moment. Hop, pardon, tac. Et on est en train de la réintégrer. Je sais pas si vous voyez la droite bleue là. Voilà, on a fait ici, on avait pile tapé ici quand on a eu
une inflation un petit peu descendante, c'était je crois au mois de mars-avril, voilà, où on avait eu un joli bull run d'ailleurs sur Bitcoin, enfin un joli bull run, une jolie jambe haussière, un petit rallye de soulagement, et puis là vous voyez qu'on est passé par-dessus, et l'idée maintenant ça serait tout simplement d'avoir un prochain CPI qui soit baissier également, 2 CPI de suite baissier, on peut imaginer tout simplement que ça pourrait nous donner des jolies choses sur Bitcoin. Ici, vous vous rappelez aussi la reprise haussière suite on avait énormément perdu l'été dernier, donc celui d'il y a un an sur Bitcoin, et en fait, ça correspondait aussi à 2 CPI baissiers de suite, plus ou moins. Donc est-ce qu'on pourrait ici péter cette trend qui est vieille de plus de 100 ans au niveau de l'inflation? Bien sûr. Problème qu'on a, c'est effectivement ce plateau là, l'inflation avait déjà baissé, donc on va avoir besoin pour le prochain CPI qui sortira le 13 septembre de baisser d'autant plus. Voilà, on a fait un petit peu les news, on va vite fait faire un tour sur Ether pour voir ce qu'il en est. Voilà, vous comprenez ici l'idée. L'idée c'est globalement aller à 3,5% déjà dans un premier temps. Powell l'avait annoncé tout simplement comme un objectif, plus ou moins. Powell considère qu'on est à la neutralité à 2,5, donc le niveau actuel, c'est-à-dire que la Fed n'est ni incitative ni restrictive autour des 3,5%. Et globalement, l'amplitude qu'ils peuvent se donner serait bien, on pourrait bien entendu aller à 5%, mais globalement, on peut considérer que déjà à 3,5%, je pense qu'ils vont regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'inflation et essayer de réfléchir à ça. Et puis, globalement, on pourrait bien entendu ici aller à 5%, mais il faut comprendre que ça correspondrait à une relative, ça serait très restrictif pour l'économie déjà, et puis ensuite ça correspondrait, à une relative explosion de la dette, tout simplement, la dette américaine qui est déjà extrêmement élevée. Je pense que dans les pays développés, ils doivent être troisième derrière le Japon et l'Italie. Globalement, ça serait vraiment quelque chose de plutôt pénalisant pour la dette. Et vous savez qu'en ce moment, on travaille pour simplement déjà en payer les intérêts. Donc du coup, ça serait un petit peu compliqué de payer plus d'intérêts dessus. Et je dis pas juste un petit peu compliqué, quand vous avez la dette qui représente à peu près 130% du PIB aux États-Unis, c'est pas juste un petit peu compliqué, c'est vraiment problématique, voilà l'idée. Donc on pourrait pas aujourd'hui faire ce que Volcker avait fait, monter les taux à 20%. À l'époque, l'endettement était de 34-35% dans les années 60-70. Là, on est à 120% du PIB, ça n'est désormais plus possible. Donc on a une restriction, bien entendu, des outils possibles de la part de la Fed, qui, en raison de la dette, tout simplement, se réduisent, leur capacité se réduit. Mais encore une fois, ça n'est pas le boulot de Powell de réfléchir théoriquement à ce genre de choses. Donc voilà, on peut imaginer ici aussi se dire quelle est la marge de manœuvre qu'a Jérôme Powell. Ici, donc on est en daily sur troisième jour de suite de baisse pour notre ami Ethereum. Globalement, on a pété cette trend là jaune, ça j'en ai parlé hier. On la pull back, donc voilà, pour le moment on pourrait ici éventuellement repartir haussier sur Ethereum. J'ai franchement des doutes sur le fait que Ethereum puisse faire sans Bitcoin. Néanmoins, on a identifié qu'en ce moment c'est Ethereum qui drive le marché. Puisque vous le voyez, là par exemple on a liquidé 50 millions aujourd'hui, et on a encore une fois plus de liquidation sur Ethereum que sur Bitcoin. Donc est-ce qu'on a un flipping qui est en train de se faire sur les futurs et qui pourrait nous donner plus tard le fait parce que là on a l'habitude de regarder Bitcoin comme le papa, le leading indicator comme on dit, et de tout simplement regarder ce que fait Bitcoin pour aller voir ce que fait Ether. Est-ce qu'on n'a pas ici quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau notamment, et on le voit vraiment sur cette perte de dominance du Bitcoin? Vous le voyez ici, qui arrive d'ailleurs à son plus bas. C'est intéressant parce que j'avais pas regardé depuis un petit moment, mais vous voyez qu'on est pile au point ici, les 39,6, 39,7, où théoriquement on devrait avoir un rebond. Enfin voilà, c'est ce que nous donne en tout cas depuis mai 2021, c'est ce que nous donne la dominance du Bitcoin à chaque fois que c'est le cas. Vous voyez des allers-retours qui sont extrêmement intéressants. Est-ce qu'on n'aurait pas ici quelque chose qui est en train de se passer avec The Merge, etc. Pourquoi pas. Néanmoins, pour en revenir donc à notre ami Ether, on a eu ces trois vagues ici. Il semblerait que soit on est tout simplement sur le fait de repartir ici vers le haut et de terminer en fait une grande ABC comme ceci,
Et encore une fois, là on fait un peu d'Elliott, mais Elliott n'est pas tout simplement pour aller voilà jusqu'au 2003. Elliott, je le répète encore une fois, n'est pas un système de prévision de prix, c'est un système de prise de profit. Donc tout simplement là vous verrez vous verrez une forme de correction qui vous dira moi personnellement je sortirai en partie par exemple aux 2400 $. Est-ce qu'on est là-dedans ou alors est-ce qu'on est dans une correction plus profonde? Vous savez que sur Bitcoin on a de la liquidité qui est en dessous. Où est-ce qu'est la liquidité tout simplement sur Ethereum? Eh bien c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ne pas se baser bien entendu uniquement sur les futurs, hein. Il n'y a pas que les pas sur les futurs, sur les perps, excusez-moi, il n'y a pas que les options, il n'y a pas que les, oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, il n'y a pas que les marchés en levier dans la vie, mais quand même, bien entendu, leur porter une attention toute particulière. Et sur Ether, on voit que la liquidité, globalement, elle se situe autour des 1100 $. C'est alors par contre, on voit qu'on a été très très fortement shorté là dernièrement, donc ça c'est intéressant, ça peut vouloir nous faire dire que, ah tiens, il y a potentiellement sur Ethereum des gros niveaux de short qui sont rentrés dernièrement. Vous le voyez là, le funding qui fait un très joli plongeon. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez qu'on principalement sur Ethereum on est massivement shorté, un CVD au spot qui est à la diminution mais qui semble vouloir peut-être se reprendre, en tout cas qui a latéralisé pendant un moment ici. Est-ce qu'il va nous faire une jolie cuvette? On ne sait pas. Et est-ce que en fait finalement c'est comme parfois j'entends beaucoup que Bitcoin suit le Nasdaq par exemple, mais ou suit le SP500. Oui, c'est vrai, il y a des corrélations entre les deux et c'est bien évident et qu'il faut suivre le marché des actions, et on l'a vu dernièrement, je vous avais montré une charte aussi sur qu'est-ce qui se passe dans les heures américaines de trading, contrairement aux heures asiatiques, etc., pour ceux qui ont vu cette vidéo-là. Et pendant les heures américaines, on se rend compte qu'effectivement, Bitcoin est totalement corrélé au Nasdaq, avec les mêmes pourcentages de correction, etc. Mais est-ce que finalement, ça serait pas quelque part, Bitcoin étant l'asset le plus risqué possible, est-ce que ça serait pas quelque part, en partie aussi, le Nasdaq qui suit Bitcoin? Est-ce que avant les heures d'ouverture, excusez-moi, on n'aurait pas une sorte de corrélation? Alors c'est bien d'avoir des... Moi j'aime bien penser des fois un peu en dehors de la boîte qu'on nous donne, etc. Et on nous met souvent des œillères, etc. Et j'aime bien essayer de voir ce type de choses un petit peu avant tout le monde. Mais est-ce qu'on n'aurait pas eu finalement une corrélation inverse? Enfin, pas une corrélation inverse, mais est-ce que finalement le Nasdaq ne suit pas également un petit peu le Bitcoin pour rentrer dans des trades? Et on voit de plus en plus en ce moment aux États-Unis exactement ce mécanisme se mettre en place, c'est-à-dire que les gens regardent avant la session d'ouverture, vous le regardez si vous suivez CNBC, etc., regardent la santé financière de Bitcoin avant tout simplement de rentrer en trade sur des choses autour du Nasdaq. On a sûrement une corrélation qui est dans les deux sens. Ici, donc, je discute beaucoup aujourd'hui, mais vous voyez que Ethereum est venu nettoyer pile poil les deux niveaux qu'on avait mis en avant. Alors pour le coup, celui-ci, il avait réussi à le sauver. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Très légère augmentation de l'open interest, et tout ça se fonde sur une augmentation du funding. Donc du coup, on aura un niveau de long à venir prendre ici et qu'on va mettre en rouge. Voilà, on va sauver ça. On va sauver ça également. Et donc du coup, voilà, pour la map sur... Ethereum, en tout cas sur les 5 derniers jours, vous allez voir que on a principalement du long quand même si on a vu des très forts niveaux de short dernièrement. On a vu un funding qui était vraiment ici complètement à la cave. Et bien en l'occurrence, vous voyez qu'on a quand même pas mal de longueurs dans la place. Si jamais on devait nettoyer tous les longueurs qui sont dans la place, on irait au 1460. Je parle des 5 derniers jours, donc des positions ouvertes depuis les 5 derniers jours. Si jamais on devait prendre vraiment la zone sur Ether qui est assez fortement dense, encore une fois dans les 5 derniers jours, on a beaucoup nettoyé, vous le voyez sur cette hausse là ici qu'on avait faite jusqu'au 1006, quelque chose comme ça. On a énormément nettoyé les grosses positions de shorter, vous le voyez, tout ça a été vraiment bien nettoyé. Donc globalement la seule chose qui nous reste désormais en short serait plutôt dans la zone des 1651. Donc est-ce qu'on peut, à la lumière de la heatmap là qu'on a regardé, se dire, regardez là tout ce qui s'est fait en 5 minutes, et se dire que ce mouvement-là, celui-ci, a nettoyé beaucoup, c'est les deux barres bleues que je vous avais mises, et qu'on a sorti énormément de monde sur ce mouvement-là? La réponse est oui. Donc globalement, tout ce qui est ici, on va dire en funding négatif, une bonne partie a été nettoyée, sauf les faibles leviers, vous le comprenez. Là on parle des stops. Si jamais on avait, je me rappelle, là, il y avait une barre qui était par exemple ici.
si jamais on avait à nettoyer carrément, à aller jusqu'à la liquidation de ces gens-là, ou que ces gens-là ont pris dans leur façon de voir les choses, un stop qui est juste en dessous de leur prix de liquidation, déjà pour nettoyer les leviers x20, ça nous emmènerait quelque part par autour des 1662, c'est-à-dire au-dessus de ce plus haut là. Ici, on n'avait pas identifié de niveau de short énorme, donc c'est pas le cas. Donc voilà. Ici sur Ether, on a fait le tour, je pense en tout cas. Les news, vous le savez, dans 2 jours, on aura le Bellatrix, c'est-à-dire tout simplement la Beacon Chain devrait fonctionner, on va intégrer la blockchain Ethereum existante dans la Beacon Chain, donc en fait finalement on aura en même temps, et ça fonctionnera en même temps, le Proof of Stake et le Proof of Work qui vont commencer à fonctionner de concert, donc ça c'est dans 2 jours, et ensuite petit à petit à un certain numéro de blocs, je sais pas s'ils ont mis à jour un petit peu les dates auxquelles c'est censé arriver, mais autour du 10-15 septembre vraisemblablement, le passage, l'explosion de la bombe de difficulté qui fait que tous les mineurs ne seront quasiment plus rémunérés, en fait, les mineurs GPU, donc les mineurs d'Ethereum sur des rigs, ne seront quasiment plus rémunérés, et que donc du coup, tout fonctionnera tout simplement sur le système du Proof of Stake. Donc voilà pour Ether. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait en ce moment à dire sur les marchés. Concrètement, pour revenir là à cette idée un peu de vague, et que si jamais on avait vraiment des vagues qui sont plus ou moins cohérentes, on pourrait se dire, donc du coup je vous ai parlé d'une 5, 3 et 5, si on fait une zigzag là ici vers le haut, si on fait une zigzag, et encore une fois à chaque fois vous comprenez que je mets des si, je ne prévois pas les prix, encore une fois parce que j'ai eu des commentaires là-dessus, jamais de la vie je ne me dirais que je prévois des prix avec Elliott. J'ai un système de prise de profit qui me permet tout simplement de dire que à telle vague, à tel point d'invalidation, je sors de mon trade ou je rentre. Globalement, vous voyez que les 2004 correspondent à peu près relativement bien au 0,618, donc dans l'optique tout simplement d'une ABC comme ceci. Donc un bon ratio pour éventuellement effectivement prendre profit. Alors nous, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait acheté à 1000, on a vendu une partie à 2000, on a racheté ici une partie à 1005, mais on n'a pas tout vendu. On vient de racheter là ici à 1520, et globalement l'idée ici c'est une nouvelle jambe haussière sur notre ami Ether. Je pense qu'en ce moment beaucoup sont dans l'attente ici de tout simplement dans 2 jours comment ça va se passer au niveau de la phase Bellatrix, est-ce qu'elle va bien se passer ou pas. Donc je pense que c'est ça qui fait aussi que si on considère que le marché en ce moment est plutôt drivé par Ether, c'est ça qui fait qu'on a beaucoup d'attentes et qu'on a beaucoup ici plus ou moins une sorte d'impression de se faire chier, j'ai envie de le dire comme ça, mais c'est un petit peu le cas quand même. Sur Bitcoin, pareil, beaucoup d'indécisions par rapport au marché, toutes ces choses-là et tout, et c'est ce qui nous met plus ou moins ici, vous le voyez, dans cette espèce de range, encore une fois, entre 20 500 et 19 500. Globalement, le move relativement intéressant qu'il pourrait y avoir, là, si on s'installe un petit peu là-dedans pendant encore une dizaine de jours, c'est tout simplement de systématiquement acheter les 19,5 et systématiquement shorter les 20 500, essayer de se dire que cette structure pourrait continuer à rester telle quelle, et donc du coup jouer le range. Moi je suis pas trop un trader de range, je suis pas trop dans je préfère trader les figures, trader des choses un peu plus intéressantes. Je trouve que c'est un petit peu minimaliste de voir des ranges, mais parfois ça peut être très rémunérateur, donc du coup pourquoi pas pour les traders rentrer dans ce type de logique, tout simplement de je short les 20 500 et j'achète les 19 500. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait vraiment un tour d'horizon un petit peu, surtout on a parlé des leviers sur des horizons un petit peu plus larges, et puis comme souvent on a discuté de l'inflation et de la hausse des taux, jusqu'où est-ce qu'elle pourrait aller. L'important ici c'est de comprendre, et vraiment c'est très important, que le marché ne va pas attendre que la Fed pivote pour partir en bull run, et si vous attendez le pivot de la Fed, il partira sans vous. Le marché partira à partir du moment où il sentira qu'il y a un pic d'inflation. Et il partira d'autant plus quand il aura la confirmation, bien entendu, du pivot de la Fed. Mais globalement, c'est le pic d'inflation qui va donner le top éventuellement, de se dire, ça y est, on est dans une configuration qui potentiellement peut être, peut-être déflationniste, ou en tout cas un ralentissement de l'inflation. Et l'idée là, c'est tout simplement de suivre les news par rapport à ça. Globalement, donc principalement le 13 septembre, c'est-à-dire désormais dans
9 jours. Dans 9 jours, on aura le prochain CPI, celui du mois d'août. Est-ce que les prix ont augmenté en août ou est-ce qu'ils ont baissé? Et nous, ce qu'on veut, c'est un ralentissement. Donc, ouais, être en dessous, en year over year, on veut être en dessous des 8,5%, tout simplement. Donc voilà, c'est ça l'idée. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude de demander dans mes vidéos des commentaires à la con, c'est-à-dire des commentaires qui n'ont rien à voir avec l'historique du BTC et ce qu'il en convient. La question du jour sera autour de... on va faire une question, tiens, un petit peu autour des cryptos. À combien vous considérez que vous avez de la crypto sur Ledger, enfin sur Cold Wallet ou sur les exchanges? Quel est le rapport un petit peu que vous avez entre votre crypto sur des Ledger ou sur des MetaMask ou enfin des portefeuilles où vous avez les clés et sur des échanges? Et est-ce que vous avez une gestion plus ou moins de ce type de risque-là? Voilà, j'ai rien trouvé d'autre, mais ça sera ça aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. Et voilà, c'est tous les jours chez nous, enfin quand on peut, il y en a même le dimanche, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur, une nouvelle fois, le Discord, dont le lien sera en description de la vidéo. À bientôt à tous, on se retrouve demain. Ciao.